presse de l'époque est-elle impliquée dans la formation de l'image du sauveteur courageux? Il a un rôle dans la valorisation des sauveteurs. Il s'agit des canards, ce qu'on appelle les Oui. canards, c'est-à-dire on appelle ça c'est des occasionnels qui sont distribués, des petits imprimés qui sont réalisés par les colporteurs. Mhm. Et ils synthétisent certains des événements, par exemple le tout premier accident de chemin de fer, qui aura lieu dans les années 1830, et avec leur bois gravé, ils composent une petite image. Ça donne une page imprimée, souvent juste 2 pages, Ouais. qu'ils vendent pour un sou, 2 sous, une somme très dérisoire, Mhm. mais qui se diffuse beaucoup dans les campagnes. Oui, il y a des Alors, reproductions, là on les voit, ils sont... Dans votre livre, Voilà. en fait, vous avez au beau milieu du livre, alors j'ai beaucoup apprécié, ça fait une espèce de pause dans la lecture, où vous avez un nombre d'illustrations Ouais, diverses, ces gravures. des gravures ou alors des affiches qui ont été faites, donc le petit journal, des choses Voilà, comme ça. voilà, celles-ci, peut-être on peut les montrer, Donc voilà, montrer-les à on le vos mettra, spectateurs. on le Voilà, montrera oui, bien voilà. évidemment Oui. en post-production. Sont typiquement des images très belles d'ailleurs, Ouais, quand même, ouais, très, ouais. très symboliques. Et donc c'est fait en C'est un gravure. bois gravé et qui Ah, est ancré et posé juste sur un morceau de papier. Ok. À chaque fois que le colporteur arrive dans une ville, Ouais. il sort, il trouve un imprimeur, Ouais. il prend ses bois gravés, il va chez lui, il imprime, il vend, il repart. Et il expliquait en même temps en fait les conditions ou Il résume il résume, mais voilà. verbalement en fait. Ah non, pas verbalement, non, Ok. comme là, on voit, il écrit, Oui, ok. détaille des relations exactes, mais il utilise, là on le voit pas, mais il utilise souvent les mêmes morceaux Ouais. pour refaire une autre scène, Ouais. mais ça lui sert pour plein d'incendies. En même temps, cette image d'incendie, si on enlève quelques-uns des bonhommes, voilà, on peut l'utiliser pour un incendie, même si c'est pas la cathédrale de Chartres. Ok, d'accord. Un autre incendie important qui a lieu quelques années plus tard. Ok, si intéressant. le colporteur, il n'a pas des images pour tout. Ouais. C'était les premiers, tout premiers là, voilà. quelques Photoshop en fait, En de quelque manière sorte. manuelle. Donc Tout à fait. voilà, il y a le feu, alors maintenant il y a le château, puis après on met Oui. les flammes, puis après on met les sauveteurs. Voilà, exactement, Ok. exactement. Intéressant, ouais. Il lance, à partir de 1885, le Petit Journal le premier, un supplément illustré, une fois par semaine, le week-end, comme encore des journaux le font aujourd'hui. Pour le dimanche, on a 4 pages avec 2 gravures recto, enfin devant et derrière. Elles sont en couleur, elles sont encore aujourd'hui collectionnées, elles sont assez belles, on les voit on en trouve pas mal chez les bouquinistes, etc. Et ces gravures, bon là on rentre un peu quand même dans un type de média presque moderne, car le visuel devient dominant. Moi je me suis intéressé, j'ai dépouillé sur une dizaine d'années l'ensemble du Petit Journal illustré dans ces 10 premières années, pour me rendre compte, est-ce qu'on voyait souvent des sauveteurs? Et donc Eh bien oui, on en voyait souvent, plus souvent presque, ou au moins pas tout à fait plus souvent, mais dans une presque autant que des assassins. Parce que souvent ce qu'on voit c'est des assassins. Ah ok, oui, là, ouais, C'est aussi une image, oui, l'assassin, oui. Un meurtrier. Voilà. Mais là la presse illustrée populaire, elle, c'est celle qui touche le plus de monde, car elle est d'un coût relativement modique. On a l'impression que le politique tente à plusieurs reprises de déléguer à la presse ses responsabilités envers les sauveteurs blessés. Qu'en pensez-vous? Mais en fait, on a un vrai rôle des médias concernant, on va dire, la protection de l'industrialisation en fait du pays, en fait. Oui, certes, il y a l'industrialisation qui doit indemniser. Comment peut-on aider quand même des gens qui ont pris des risques pour sauver les autres? Donc la presse, effectivement, et la presse populaire, notamment la grande presse populaire comme le Petit Journal, va dire, nous allons faire une souscription en faveur des victimes du devoir. Car quand même, ces sauveteurs, nous les représentons dans nos journaux, ils nous aident à en vendre, ils émeuvent le peuple. Et on peut même aller plus loin, on peut avoir le sentiment que cette presse aussi se trouve attaquée à l'époque, comme encore aujourd'hui des médias parfois, ils gagnent de l'argent en montrant des choses qui ne sont pas belles. Alors pour se racheter, le syndicat de la presse française créera la fête des victimes du devoir. Oh la vache, la fête des fleurs, qui est une espèce de défilé à l'époque qui a lieu à Paris, où les gens de la bonne société défilent. Eh bien la fête des fleurs ramassera une action caritative dont une partie de l'argent sera versée au syndicat de la presse, qui pourra indemniser des victimes du devoir, des sapeurs-pompiers qui auront été blessés, leurs veuves, leurs orphelins.
Victime du devoir, ça me dit quelque chose sur Voilà. un des Et il y aura même, oui, le diplôme des victimes du devoir, Alors, assez frappant, et qui représente un sapeur-pompier. Ah oui, qui est sauvé par un... Édouard de Taille. Très beau, je l'ai mis Alors, en cet grand. illustrateur a un Est assez coup de connu. crayon Oui, incroyable, voilà. c'est celui-là. Alors là, vous le le- mettrez sur votre site en je- beaucoup plus joli, parce qu'il est la caisse des victimes du devoir. Caisse des victimes de devoir, Il qui crée, était fait par la presse, en fait. voilà, Ok, elle d'accord. crée une fondation, une association d'utilité publique, qui devient la caisse des victimes du devoir. Donc, cette première fondation, enfin, cet argent qui vient en fait soutenir, on va dire, le sauveteur Oui. et son entourage, est fabriqué en premier lieu par la presse. Par les médias, oui, tout à fait. Par les médias. Donc la presse est-elle un outil politique de diffusion de la morale par l'exemple? Actuellement, nous observons que la grande majorité des médias français, spécialisés ou non, sont les propriétés de multimilliardaires qui, entre autres, financent les campagnes électorales de nos politiciens. Pas seulement. Voir aussi, par exemple, les nouveaux chiens de garde. C'est un reportage qui est sorti à ce sujet-là. Et puis, nombre d'articles qui expliquent les financements des campagnes politiques ou des partis politiques par des multimilliardaires qui possèdent un grand nombre de médias. En fait, on remarque que la majorité de nos médias, à la télé comme à la radio, même sur le câble, sont possédés en fait ne sont possédés que par quelques mains en fait. Alors, je compare la presse de l'époque à la presse d'aujourd'hui. Dans quelle mesure la presse de l'époque, dans quelle mesure, ou alors quel était le niveau de corruption de la presse de l'époque? Rien qu'à Paris, on a plus d'une centaine de quotidiens, et dont 70 sont des quotidiens politiques. Bon, alors, certains tirent à pas beaucoup d'exemplaires. Mais vous vous rendez compte? C'est énorme. C'est énorme. Dans beaucoup de villes de province, on peut vérifier, on en a une dizaine, 15, dans certaines, suivant les périodes. Vous voyez, corruption, ça dépend ce qu'on entend par corruption. La corruption, ce serait plus le fait que des journaux sont possédés par des intérêts qui ne se dévoilent pas, qu'on ignore, ou que, dans la majorité des cas, on ignore. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, voilà. Là, c'est un cas plus délicat, parce qu'on croit avoir affaire à un média neutre, alors qu'en fait, il est engagé. Eh oui. Comment c'était à l'époque, c'est ça que je me... À l'époque, il faut regarder les très grands médias comme le Petit Journal ou le Petit Parisien. Okay. Eux, ceux-ci, seront l'objet d'un certain nombre de polémiques, car ils prétendent être sur un mode spectaculaire et relativement neutre, alors qu'ils ont parfois des liens assez marqués, et que dans les affaires les plus brûlantes, ils vont faire un choix. Par exemple, au moment de l'affaire Dreyfus, où la France entière se divise, et là, ils ne seront pas d'une absolue neutralité. Et ils perdront, d'ailleurs, dans le cas de l'un de ces deux grands journaux, beaucoup de lecteurs suite à cette affaire. Donc, le sauveteur se vend un peu, il permet de montrer qu'on ne montre pas que des criminels et des choses comme on nous accuse tout le temps. C'est comme aujourd'hui quand on accuserait la télé de montrer que des films qui soient... Donc, en fait, de montrer en fait du sauveteur, ça leur rachète à un moment donné leur publication. Une crédibilité morale, quoi, voilà, un petit peu. Ok, d'accord. À peu de frais, disons. Expliquez-nous, Frédéric, ce qu'est réellement, et j'insiste sur le réellement, la SNEAB, Société nationale d'encouragement au bien. Elle est créée dans un premier temps, donc notamment sous l'impulsion de ce Honoré Arnoux, on peut dire quand même dans une copie, dans une filiation des prix de vertu de l'Académie française. Ah oui, alors ça, on abordera juste après. Hein. Voilà, donc elle est une association qui vise à distribuer des médailles purement honorifiques, car elles n'ont pas valeur de décoration. Oui, voilà. Alors on peut que les porter que dans certaines... Eh bien, comme si jamais vous les portiez dans la rue, ce serait considéré comme une fausse décoration, et là vous êtes puni de port illégal de décoration. Ce qui nous amènera à la crise des médailles. Oui, alors on pourra en parler. L'État français avait rappelé le fait que seul l'État a le droit de décerner des décorations. À l'époque, au 19e, en tout cas, on va plutôt avoir tendance souvent à copier les décorations, c'est-à-dire mettre une médaille sous un ruban. La société d'encouragement au bien va se mettre donc à donner à des gens qui ont fait des belles actions des médailles de ce type. Elle est créée
par une réunion. Alors elle est dans une première phase, on va dire véritablement une association de moralisation du peuple. Voilà, alors indiscutablement. Quand a-t-elle été créée à peu près? Alors j'ai oublié la date. 1860. 1860, ok. Plein du Second Empire. En plein dans le Second Empire, ok. Avec là, donc, nous sommes dans une phase, à cette époque, effectivement, de forte industrialisation du pays. Le Second Empire, pendant 20 ans, est une dictature. Certes, en 1865, légalisera les grèves, mais globalement, tient à déporter pas mal de gens, a interdit tous les mouvements ouvriers contestataires. Et donc, dans ce contexte, cette société d'encouragement au bien, on peut dire, elle est créée véritablement, c'est vrai, d'abord pour réunir des gens de différents cultes, des notables, des différents cultes, allant du culte israélite jusqu'aux protestants, catholiques, etc. Des grands industriels. C'est vrai. Et tout ceci pour encourager au bien. Voilà, on peut difficilement dire plus. Mais avez-vous eu tant de difficultés à retracer les financements? C'est pas clair en fait, on ne sait pas la liste de membres, d'où venait, il y avait de l'argent qui venait, il n'y avait pas de comptabilité. C'est quoi le projet en fait? Comment ça se passe? Parce que c'est pas la première société à un moment donné qui reçoit des subventions comme ça ou des récompenses qui sont financées comme ça. On n'a pas de référence, c'est anonyme ou alors... Bon, elle n'a pas des frais très importants, car il lui faut juste faire des médailles, on peut dire de pacotille, avec des rubans. Petit à petit, elle aura le soutien des préfectures. Elle va recenser dans tous les départements les actes. Moi, elle m'intéressait parce que c'était pour voir si on y voyait des sauveteurs. Et effectivement, elle va récompenser à la fois les personnes qui ont eu ou pas, mais souvent qui n'ont pas toujours eu une récompense officielle de l'administration. Sa caractéristique, il est vrai, c'est pour ça qu'elle vous intéresse, est de mélanger le sauveteur avec le bon travailleur, la jeune fille qui reste vivre avec ses vieux parents, plusieurs figures, on va dire. Alors comment peut-on expliquer quelle est la seule organisation du genre à avoir résisté aux diverses mutations politico-économiques? Elle existe encore, cette société. Alors, vous avez tout à fait raison. Et c'est la seule. Il n'y a plus de société d'encouragement au bien dans le même principe. Oui, alors parce que là, moi j'avoue que j'ai pas tout creusé. Moi j'avais trouvé ça assez intéressant et j'ai appelé ça ensuite donc des associations d'émulation morale. Parce que finalement, pour les regrouper dans une catégorie, ce sont des gens qui prétendent, émulation morale, inciter les autres à faire du bien, à avoir des actes altruistes. Dans les années 20, il y aura d'autres associations concurrentes. Mais elle a eu un destin beaucoup plus important, ça c'est vrai. Dans les années 20-30, elle va avoir, lors de l'une de ses assemblées, le président de la République lui-même. Reconnue d'utilité publique? Elle est reconnue d'utilité publique très vite, très tôt. Et je voulais absolument avoir le dossier de reconnaissance d'utilité publique, savoir qui avait appuyé. Il n'existait pas, il n'avait disparu, il n'était pas là. Ça c'est vrai, c'est une vérité. Elle est reconnue d'utilité publique, ce qui lui permet d'accepter les dons et legs. Elle aura un immeuble sur le parc Monceau très important, donc dans les années 30, inauguré par le président de la République lui-même si je ne m'abuse, et immeuble qui sera vendu dans les années 50. Elle vit de ce que l'on m'avait dit, puisque son siège se trouvait boulevard Magenta, pas très loin de la gare du Nord. Il y avait effectivement un certain nombre de registres, mais il n'y avait pas vraiment de livre de compte. Effectivement, on pouvait... Moi, il m'avait laissé travailler tout à fait librement, mais il n'y avait pas beaucoup de photos, de choses qui permettaient de comprendre qui étaient les membres vraiment de l'association, ça c'est vrai. Il y avait des lettres orthographes, une lettre de Victor Hugo, qui refusait de venir à une des associations. Oui, alors, voilà. on avait des, oui, vous l'avez cité, on avait des gens, de Juppy, Pasteur. De Pasteur qui avait refusé aussi à un moment donné. On avait un discours d'union des classes, surtout, très très fort. Au lieu de nous battre, au lieu que des ouvriers, des méchants syndicalistes, rouges, appellent à la lutte, etc., réunissons-nous tous, industriels. En marche. On est presque. C'est presque du Macron avant la modernisation du propos. C'est pas complètement faux. Il y a des points communs. Reconnu d'utilité publique par un décret signé par le président Sadi Carnot
Le 2 mai 1894. Pourquoi je balance la date? Comme ça, 2 mai. 2 jours plus tard est publié le décret, donc 4 mai, portant autorisation de la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Société Générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France. L'encouragement au bien, au dévouement, au sauvetage va, on va dire, de mèche et dans le même projet politique que l'encouragement au travail, au développement économique, etc. Et elle prend une ampleur très importante. Elle va distribuer jusqu'à 1000 récompenses par année. Alors voilà. Ça devient... Dans quelle mesure la société, la SNEAB, aurait-elle préparé le peuple aux guerres à venir? Elle l'a peut-être préparé dans la mesure où elle a contribué toujours à valoriser cette notion de dévouement. C'est ça. Et puis on voit l'augmentation en fait de la distribution de médailles. En fait, la société d'encouragement au bien, quand on regarde en 1906, là le discours est très très politique, effectivement, appelle absolument à la réconciliation, au fait qu'il faille tous s'unir, qu'on soit gauche, droite, très opposés, tous se retrouvent, des gens d'opinions assez différentes se retrouvent tous dans l'Assemblée Générale pour là célébrer le bon peuple, dévoué, courageux, et qui donne le bon exemple aussi. Voilà. Moi, ce qui m'avait un petit peu étonné, c'est que dans l'historiographie française, il n'y avait aucune trace de la Société nationale d'encouragement au bien. Peut-on dire, durant l'entre-deux-guerres, que les organisations d'encouragement au bien ont permis au pays de régénérer la motivation au patriotisme et donc au combat, en préparation de la deuxième? Je pense que c'est un vrai travail que d'évaluer mieux l'influence de ces associations, car il faudrait peut-être, on arriverait se rendre compte de qui étaient leurs membres, dans quel type de population elles recrutaient. Voilà. Certes, on voit bien que c'est une association moralisatrice, elle est soutenue par un certain nombre d'industriels, de gens de grands intérêts qui n'ont pas envie que la guerre sociale se développe dans le pays, ça c'est sûr. Mais je crois qu'une partie de son succès tient au fait qu'il y a aussi une clientèle, entre guillemets, c'est pas vraiment une clientèle payante, c'est plutôt un public, pour être plus exact, un public pour écouter des jolies histoires, des actes positifs comme la nuit des héros. Voilà, on avait pu en être là il y a quelques années un peu l'exemple. Finalement, c'est une émission qui a eu une certaine durée de vie et il y avait un certain succès. Et pour moi, elle s'inscrivait, alors typiquement, là il n'y avait même plus vraiment, je ne sais pas s'il y avait encore bien de l'idéologique dans la nuit des héros, je l'ai peu regardé, mais les gens étaient contents de voir des actes positifs. Il y avait encore de l'humanité, qu'il existait encore un peu d'humanité dans ce monde. C'est aussi pour les gens se rassurer sur les gens qui n'ont pas envie, peut-être parfois d'assumer la part de conflit qui existe dans la vie politique et sociale. En tout cas, il y a une volonté de la Société nationale d'encouragement au bien on va dire, de stabiliser, on va dire, et de remonter le moral des troupes. Tout à fait. Ça, c'est même dit très fortement dans l'un des grands discours qui est fait par Ernest Lavisse. C'est vrai. Alors en parlant de Macron, moi j'ai envie de parler d'Honoré Arnoux. Alors je sais pas si c'est lapsus révélateur. Son fondateur, Honoré Arnoux, donc était avant tout un économiste forcené. Il a des références comme Jérémy Bentham. Oui, bien sûr. Donc là, on est dans du lourd dans l'économie, quoi. Père de l'utilitarisme. En fait, il dit à un moment donné, là j'ai la suite, donc il dit non, le travail n'est point un droit, c'est une obligation. Et après, il continue, il dit nous naissons tous obligés au travail, riches et pauvres. Donc il continue, et moi quand j'ai lu cette phrase, ça m'a fait penser automatiquement à la citation de Pierre Berger à propos de la PMA. Et il a cité donc louer son ventre ou louer des bras. Quelle différence? De toute façon, on porte toujours quelque chose pour quelqu'un d'autre, on est payé pour ça. Vous bouffez de la télévision, et moi, et d'autres pour aller dans les usines. Il a aussi cette vision de la gestion, vraiment du consommateur et de la production de la consommation. Lui, en fait, ce qu'il veut, c'est que le travailleur soit discipliné, et qu'il n'aille pas dépenser, et que le travailleur soit religieux, pour éviter d'aller jouer, à perdre son argent, pour qu'il puisse consommer, pour acheter des choses. Parce que le travailleur, il le dit, ce ne sont pas les travaux qui manquent, ce sont les acheteurs, les consommateurs. Là, c'est le fondateur de la Société nationale d'encouragement au bien. Donc en fait, on a besoin d'encourager la production de consommation et on a besoin d'encourager le consommateur.
Oui, salarié consommateur. Le salarié consommateur, l'ouvrier consommateur. Et quand j'étais allé, en tout cas, la personne qui était le secrétaire général, c'était quelqu'un qui avait travaillé dans la grande distribution, qui avait eu un très gros poste dans la grande distribution. C'est ce qu'il m'avait expliqué. Il était chez Carrefour, il était resté assez, pour pas citer, assez mystérieux. Alors, je me suis engagé en tant que sapeur-pompier, je ne vais pas raconter mes campagnes, mais parce qu'à un moment donné, il y a cette volonté, je pense qu'après, beaucoup de mes collègues se sont engagés aussi, en tout cas aussi pour cette raison, c'est cette volonté à un moment donné d'aider son prochain. C'est pas un besoin par rapport à quelconque organisation ou par rapport à quelconque état patriotique ou quoi que ce soit. Il y a cette volonté à un moment donné de tendre la main vers le plus faible, le plus opprimé, de rétablir un petit peu cet équilibre qui est brisé en fait justement par le capitalisme. Et donc quand on parle de bien, quand on entend le mot bien, en tout cas moi, quand j'entends le mot bien, et quand je pense que quand une personne du monde, on va dire, une personne du monde qui vit avec son entourage, entend le mot bien, on entend automatiquement des valeurs humaines. Et donc quand on parle de faire le bien, pour moi, à la base, pour moi, il y a cette notion humaine qui doit être en fait prépondérant. Même jusque dans leurs fondateurs, on a finalement au final des gens qui nous parlent de bien humain, mais qui sont en fait des économistes. Alors c'est ce que je vois. Parce que moi, j'ai pas eu le temps, comment dire, de chercher tout ce qu'il y avait autour de la société d'encouragement au bien. C'est-à-dire, par exemple, les discours critiques qu'il y a pu y avoir sur elle. À chaque assemblée générale, il y a un ministre. Okay. Chaque année. Bon. Donc ça veut dire quand même que vous êtes dans le sens du gouvernement, ça c'est sûr. Ouais. Chaque fois un ministre, l'agriculture, le commerce, j'en avais même fait la liste, je ne sais pas si je l'ai mis en annexe, mais j'ai compté, j'ai mis en tout cas, et c'était vraiment impressionnant. Donc expliquez-nous, Frédéric, ce qu'est réellement l'Académie française. Donc, pour aller déjà à sa première fonction, qui est, on le sait, aujourd'hui encore, la réalisation d'un dictionnaire de l'Académie française. Bien sûr, on a une Académie française, donc un organe politique. Oui, tout à fait. À 100%. Là, on est même plus oui, dans le. Oui, on va dire, il a été créé par l'État, oui, voilà, par le roi à l'époque, mais par le sommet de l'État, on va dire, oui, ouais. pour. Alors, juste pour les recherches. Unifier la langue, pour créer une langue commune. Joue-t-elle le rôle précurseur dans la société individualiste d'aujourd'hui? Donc en fait d'élever toujours un exemple, de se détacher en fait des autres, de rentrer en compétition avec l'autre pour produire, pour être l'exemple, etc. Donc là, on peut l'associer à la promotion et même à l'extension en fait d'un référent méritocratique, c'est-à-dire en fait là en l'occurrence de l'extension de la méritocratie à un domaine dans lequel on l'attend, ça pouvait être assez innovateur, c'est-à-dire la méritocratie dans l'aide sociale. L'idée qu'on aiderait plus ou qu'on soulagerait, on aiderait des gens des pauvres qui auraient fait des actions remarquables ou qui seraient d'un type particulier. Au tout départ, l'idée vient d'un grand philanthrope de l'Ancien Régime, juste avant la Révolution française, qui crée à l'Académie des prix pour les pauvres les plus méritants. Le Français le plus pauvre qui, dans l'année, a fait l'action la plus vertueuse. Avant la Révolution française, à la fois, cela amuse, irrite, amène à quelques discussions philosophiques sur le principe. La fondation est faite de manière anonyme et l'Académie française accepte de donner quelques prix. Puis la Révolution arrive et la fondation est recréée en 1817-18, je crois, de manière anonyme toujours, mais on apprendra quelques années plus tard, à sa mort, que le fondateur s'appelle Auget de Monthyon. Ouais. Il est un grand philanthrope. Auget de Monthyon, ouais. Voilà, un grand, on pourrait dire, commis de l'État pour l'époque, c'est-à-dire qui a été fonctionnaire. Mais je suis allé travailler à nouveau aux archives de l'Académie française. Personne n'avait jamais travaillé sur ces prix. Ok. On a travaillé sur plein de choses de l'Académie française, mais les prix de vertu,
Alors qu'en fait, ils ont été massifs. Hein. De 1868 à 1808, il y a une évolution, une distribution, mais prix de la vertu en voiture, en voilà, et puis ça distribue. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que les dossiers, notamment les dossiers de sauveteurs, il y avait beaucoup de signatures, beaucoup de gens. Alors pourquoi est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui s'y intéressaient? Parce que, à partir du milieu du 19e siècle, l'Académie française fait imprimer chaque année tout le palmarès avec un résumé des faits, le fait envoyer à toutes les préfectures de France pour diffuser des beaux exemples, qui vont être souvent repris pour les plus importants, les premiers, ceux qui ont les premiers prix, où c'est un grand sauveteur, une personne très dévouée, dans des livres qu'on retrouve en général, des livres un peu de morale pour les enfants, des livres scolaires. Ces prix, vous allez me dire, Monthyon, il avait donné beaucoup d'argent, et à cette époque, il n'y a pas d'érosion monétaire, ce qui fait que ça traverse une bonne partie du 19e siècle. Il s'était aussi caché de donner de l'argent. Il avait fait des dons apparemment anonymes. À la base, c'était des dons qui étaient anonymes. Lui, il l'a fait. Non, mais ça, c'est plutôt, on peut dire quand même à son honneur. C'est-à-dire qu'il avait, dans le sens où c'était une fondation anonyme. Alors, il n'avait pas dit, c'est Monsieur de Monthyon qui a créé ce prix. Ça a été révélé après. Le prix de Monthyon, en fait, mais ça a été révélé juste après sa mort, et c'est toujours été connu comme le prix Monthyon. Gustave Flaubert s'en est parfois moqué, hein, et dans Madame Bovary, on utilisait parfois l'expression un prix de vertu pour un petit peu soit moquer certaines femmes, soit aussi sous-entendre que bon, c'était un peu ridicule ces prix remis aux pauvres. Hein. Beaucoup de gens ont souvent été critiques, ce qui fait qu'ils n'en parlaient pas toujours trop, la bonne société, au point qu'on en arrive, je ne me souviens plus exactement de mémoire, mais à un nombre de fondations, qui fait que dans notre livret, nous avons le prix Monthyon, toujours avec une somme importante et, comment dire, le premier un peu prestigieux. Et puis nous avons Fondation Audifred, Fondation de plein de gens qui sont parfois des prix plus bas, peut-être seulement aujourd'hui ce serait 5 000, 10 000 euros, créés par l'Aigle. L'Académie française joue un rôle en dehors du sien qui est en fait l'encouragement. C'est un rôle, effectivement, vous avez raison, qui n'était pas vraiment son rôle premier. D'ailleurs, les académiciens étaient certains. C'est carrément pas son rôle en fait. Non mais. C'est-à-dire qu'à la base, elle est là simplement pour juger le soin de la bonne lettre et de la bonne parole, et puis de publier en fait, de donner des prix qu'on a besoin d'elle pour un moment donné, pour publier, pour participer à la morale par l'exemple en fait, et ça aura son importance sur cette volonté des différents systèmes politiques des États de vouloir encourager, on va dire, à la méritocratie en fait, le culte du moi, qui a une importance particulière dans le milieu du sapeur-pompier, le culte de la personne éduquée, le culte du sapeur-pompier, du sauveteur, du héros, qui est en fait le point sur lequel j'aimerais, on va dire, atterrir.